Le 9h30, 11h sur RTL. Selon l'Est républicain, un pseudo-inventeur aurait indûment soutiré, écoutez bien, 2,8 millions d'euros à 162 investisseurs. Cet ancien professeur de sciences physiques à Nancy prétendait avoir trouvé un procédé révolutionnaire de stockage de l'énergie électrique. Grâce à cela, il disait pouvoir mettre fin au règne des énergies fossiles. Pour convaincre les investisseurs, il expliquait être en contact avec l'Élysée et refusait régulièrement des ponts d'or d'industriels chinois. Malheureusement, notre homme n'aurait pas inventé grand-chose. Une grande partie des sommes investies aurait plutôt été transférée directement sur ses comptes. L'ancien professeur se serait servi de l'argent pour s'acheter de grosses voitures, pour s'offrir des voyages ou encore pour rembourser de nombreux crédits immobiliers. Apparemment, il venait même de faire l'acquisition d'un château. Mis en examen depuis 2015, le scientifique devrait être jugé en 2019 devant le tribunal correctionnel. Ce documentaire a vocation à vous présenter une autre histoire. Une histoire différente de celle que vous auriez pu lire dans la presse ou que vous auriez pu entendre dans la rue ou même à la radio. Cette histoire, c'est celle d'un projet, long de plus de 10 ans maintenant. Un projet dans lequel vous avez investi, un projet dans lequel vous avez cru, qui devait révolutionner le monde, qui devait participer à sa protection contre la menace climatique. Ce projet, vous vouliez le léguer à vos enfants, parce que vous aussi, vous participiez au renouveau. On ne va pas se mentir, il est en piteux état aujourd'hui. Certains d'entre vous l'ignorent peut-être, mais un homme se bat encore depuis 5 ans maintenant, pour un jour le voir éclore. Il se bat quotidiennement, avec des moyens aussi rudimentaires que son discrédit est grand. Ce documentaire qui est le vôtre, c'est aussi un peu son histoire. Tout ne pourra toutefois pas être dit, et tout ce qui sera dit ne pourra pas l'être n'importe comment. La France est la patrie des droits de l'homme, c'est bien connu. Et au titre des droits fondamentaux figure notamment la liberté d'expression. Mais de nombreuses restrictions à la liberté d'expression existent. Ces restrictions sont définies comme des mesures nécessaires à la défense de l'ordre, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Ainsi, le Code de procédure pénale prévoit plusieurs dispositions visant à restreindre l'accès à l'information durant la phase d'instruction. Il faut bien reconnaître que ces dispositions sont appliquées avec plus ou moins de succès selon les cas. On a le secret de l'instruction visé par l'article 11 et qui s'applique aux professionnels, et les articles 114 et 114-1 qui s'appliquent également aux non-professionnels partis à la procédure et qui visent l'interdiction de reproduire des pièces et des actes de procédure d'instruction. Une fois l'instruction clôturée, ces dispositions ne sont plus applicables. Dans le même ordre d'idées, mais de manière plus spécifique, il a été fait usage de cette possibilité d'apporter des restrictions à la liberté d'expression de M. Miller par le contrôle judiciaire auquel il a été astreint. Nous reviendrons sur ces conditions plus tard, mais il est important de noter que c'est au prix du respect de ces conditions qu'il a pu quitter le centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville le 12 juin 2015, après y avoir été placé en détention provisoire pendant 72 jours. En particulier, la 4e condition. Le but de cette interdiction est d'éviter qu'un prévenu exerce des pressions sur ses victimes. C'est en raison de cette interdiction, imposée par le magistrat instructeur, qu'André Paul Miller a dû s'abstenir de toute forme de communication jusqu'ici. Cette interdiction a eu des conséquences extrêmement dommageables pour M. Miller, qui n'a eu d'autre choix que de laisser dire sans pouvoir réagir. Mais le contrôle judiciaire a été levé récemment et André Paul Miller est désormais autorisé à s'exprimer et à prendre la parole dans ce documentaire. Prendre la parole, oui, mais il n'est nulle question ici de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction des magistrats, tel que visé par l'article 434-24 du Code pénal qui prévoit le délit d'outrage. Idem, pas question non plus de contester une décision juridictionnelle, en particulier dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de justice ou à son indépendance. Référence à ce que je disais en introduction, cette contrainte a pour but de garantir l'impartialité et l'indépendance des magistrats dont on postule par ce biais une intégrité et une probité exemptes de tout reproche. Et ce, alors même que l'homme est par nature faillible. Mais ne nous égarons pas, ce débat excède largement les limites de cette présentation. On a une contrainte supplémentaire, et c'est la confidentialité. Elle nous est imposée par le Code de propriété intellectuelle. Après avoir rappelé que sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle, il est précisé qu'une invention est considérée comme nouvelle si, et je résume, elle n'est pas rendue accessible au public avant la date de dépôt de brevet par une description écrite, orale, un usage ou tout autre moyen. Selon le Sénat, dans un rapport récent, la nouveauté est entendue de façon absolue. Une publicité donnée à l'invention antérieurement au dépôt de la demande de brevet rendrait celle-ci irrecevable. Donc en gros,
Si l'invention est rendue accessible au public d'une quelconque manière, description écrite ou orale, usage ou autre, elle entre dans le domaine public et l'invention ne peut plus être brevetée. Il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de licence, il n'y a pas de redevance et donc pas de revenu. C'est simple et donc compliqué. Comment, dans le cadre d'une instruction au cours de laquelle ont été mis en évidence des manquements au secret professionnel, notamment vu les articles dans la presse, s'assurer du respect de la confidentialité indispensable à la survie du projet? Vous l'avez compris, l'objectif est toujours de breveter l'invention à laquelle vous avez participé. Un retard important a été pris sur le planning initial. Un dommage considérable a été porté à la viabilité du projet. Le chemin parcouru pour arriver jusqu'ici a été semé d'obstacles, plus difficiles à franchir les uns que les autres. Et les prochaines semaines pourraient être périlleuses. Mais son énergie et sa détermination sont intactes. Il est là pour vous adresser son message. Chers actionnaires, chers amis, je suis tellement heureux de pouvoir enfin vous parler. Presque 5 ans, un quinquennat, que je suis privé de tout contact avec vous. Alors je serai à votre place, je me poserai des questions. Je pense que je serai même passé par des moments de doute. Vous dire que le projet a été mis à mal est indubitablement un euphémisme, avec toute cette destruction et cette paralysie. Tant de temps perdu. J'en ai mis moins pour imaginer, concevoir, réunir les compétences et les équipes afin de concevoir et mettre au point un premier prototype, puis un second, le tester, adjoindre d'autres équipes avec d'autres professionnels ayant d'autres compétences pour la propriété intellectuelle, les business models, la commercialisation et j'en passe. Nous étions pleins d'enthousiasme et pleins d'espoir. Et nous avions raison. À l'époque, j'imaginais mettre moins de 10 ans pour faire éclore ce projet. Et pourtant la tâche était titanesque. Tant les sujets qui se présentaient à moi et que je découvrais étaient nombreux et variés. Dire que ma famille, mes proches et moi-même avons eu quelques moments de souffrance est un deuxième euphémisme. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe d'avocats aux spécialités diverses qui me défend. Une deuxième équipe s'est constituée avec différentes spécialités juridiques, restructuration, stratégie, évaluation d'entreprise. Cette équipe, depuis peu, essaie de donner un second souffle au projet largement mis à mal. Ces deux équipes qui sont certes modestes, mais que je qualifierais d'internationales, sont coordonnées par Frédéric Audrey, que j'appellerai FA. Elle est elle-même une ancienne avocate, elle est aujourd'hui juriste. C'est la petite voix off que vous entendrez dans ce qui suit et qu'elle m'a largement aidé à préparer pour vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier toutes ces personnes, et en particulier FA, pour leur disponibilité, leur engagement et leur valeur. Je voudrais remercier aussi les personnes qui m'aident sans compter, avec leur bonne humeur et leur soutien moral. Elles se reconnaîtront. J'aurai enfin une petite pensée pour ma famille, mes proches, qui ont subi le choc de 2015. Il leur en a fallu du courage. Certains ne sont plus là aujourd'hui. Pour les autres, je pense qu'ils passeront par de nouvelles épreuves bientôt. Toutes ces personnes qui me soutiennent me donnent l'énergie, les meilleures raisons pour ne pas m'attarder sur les épisodes douloureux et pour avancer dans ce projet qui nous a réunis, pour lui donner une suite dont on vous parlera. Je vous souhaite, chers actionnaires et chers amis, un excellent visionnage. Nous avons divisé ce qui suit en 3 temps ou 3 actes. Dans le premier acte, nous aborderons la réalité de l'invention, histoire d'enfoncer le clou, les travaux préparatoires qui étaient en cours avant les événements d'avril 2015. Nous parlerons des premiers candidats acquéreurs, de l'encadrement des professionnels qui entouraient le lancement du projet dont je bénéficiais, par exemple les membres de l'intelligence économique, ainsi que ceux d'autres cabinets. Nous reviendrons sur les différents rendez-vous, comme celui de l'Élysée par exemple, et des contrats signés à la même époque. Nous vous réexpliquerons quels étaient vos droits et là où nous en étions avant le 1er avril 2015, comme la valorisation de votre investissement. Les thèmes du second acte porteront, quant à eux, sur l'aspect judiciaire et sur la destruction engendrée. Ainsi, nous parlerons de la garde à vue, puis de la détention préventive, du contrôle judiciaire, de la liquidation des sociétés,
des conditions d'instruction, de la fin de l'instruction et enfin du tribunal correctionnel. Et pendant ce temps, la concurrence avance. Le troisième acte me correspond davantage, car il porte sur la réparation, la reconstruction. Je vous parlerai de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, de la nouvelle équipe qui se constitue, de comment nous imaginons découper le projet en 4 programmes phares, pour enfin aborder un sujet qui nous est cher à mon équipe et moi-même, et certainement à bon nombre des investisseurs initiaux. Nous parlerons de notre planète. Mettons fin à la légende populaire pour les quelques sceptiques s'il y en a, et puis de toute façon ça peut intéresser tout le monde. Nous trouvons dans les certifications qui font suite aux tests commandés à des laboratoires indépendants des informations qui, si elles étaient rendues publiques, interdiraient définitivement tout brevet sur la technologie qui deviendrait de fait public. Il y a donc une nécessaire confidentialité à mettre en œuvre, et pas seulement pour des raisons d'espionnage ou de sécurité, mais pour la brevetabilité. Et c'est pourquoi nous ne pouvons plus parler que des résultats obtenus lors des tests sur les prototypes opérés par les labos, tout au plus parler de ces tests. Donc, pour faire simple, si je produis les certifications en original, certaines informations vont être disponibles et si elles venaient à être publiées, ce serait à l'encontre de notre projet commun. Au cours des dernières années, deux types de tests ont été opérés. En 2012, au début, c'était la faute du débutant, on va dire, les tests s'opéraient boîte ouverte. Alors ceux-ci sont peu utilisables, car peu discrets, vous pensez bien, on y trouve trop d'informations sur la technologie. Par la suite, j'ai privilégié des certifications ou des tests boîte fermée, c'est ce qui a été fait en 2017, mais on y trouve malgré tout encore des informations sensibles. C'est dans ce contexte que je vous livre ce que j'ai fourni à la justice, faute d'avoir obtenu d'elle une expertise judiciaire répondant à la nécessaire confidentialité évoquée, un constat d'huissier qui reproduit les principales conclusions du test opéré sur un des prototypes. Je vous livre donc le constat d'huissier, qui est daté du 4 octobre 2018. Il est reproduit ici dans son intégralité. L'huissier a eu le rapport du laboratoire ayant opéré le test en intégralité, avec toutes les mesures, photos et courbes, ainsi que le texte qui accompagne. Il a fait un ensemble de constatations que l'on retrouve ici. Il reproduit en particulier la conclusion du rapport à l'identique. Cette conclusion en anglais a fait l'objet d'une traduction assermentée. Il en résulte que la densité d'énergie stockée par le prototype APM est de 98% supérieure aux cellules mises en concurrence dans les mêmes conditions et de 197% supérieure en version PAC. Pour faire simple, il a été reproduit avec des appareils de mesure l'expérience de la pub bien connue des lapins Duracell entre le prototype APM enfermé dans une boîte et la meilleure batterie du moment identifiée par le laboratoire. La conclusion rapporte que le prototype APM a fait 3 fois mieux que la meilleure batterie du moment. Bonjour, je m'appelle Régis Tumelin, j'ai une formation d'électrotechnicien de niveau Bac plus 5 et une expérience de 30 ans dans le domaine de l'électricité. J'ai eu connaissance des premiers éléments de la technologie d'André Paul dans les années 2010 et j'ai eu l'occasion d'effectuer en 2017 des mesures sur quelques-uns des prototypes. Je disposais d'un ensemble d'appareils de mesure étalonnés dont un permettait l'enregistrement simultané de plusieurs grandeurs physiques. J'ai donc choisi de réaliser mon test en parallèle pour réaliser une comparaison directe. D'un côté, le dispositif exploitant la technologie d'André Paul et de l'autre côté, des batteries, de piles et ou d'accumulateurs. L'enregistrement obtenu permet de voir l'évolution des deux montages et on remarque immédiatement à la vue des graphiques deux comportements totalement différents. L'un d'entre eux, la technologie d'André Paul, montre une courbe stable sur une durée de 8 heures, alors que le montage avec les packs d'accumulateurs et de piles montre une durée de fonctionnement beaucoup plus faible pour chacun d'entre eux. Il aura fallu 4 packs de piles ou d'accumulateurs pour venir à bout du dispositif d'André Paul. Voici pour les grandes lignes de l'exploitation visuelle du graphique. Maintenant, si on s'intéresse aux valeurs, en comparant la technologie d'André Paul par rapport aux accumulateurs,
AAA type nickel hydrure métallique, on constate un rapport avoisinant 5. Alors que par rapport aux accumulateurs lithium-ion de type Tesla, on constate un rapport proche de 3. Ces résultats reflètent des mesures qui ont été réalisées sur un dimensionnement de conteneurs identique pour la technologie d'André Paul et pour les différents packs d'accumulateurs et de piles. Pour conclure, je certifie que l'ensemble des mesures et des résultats annoncés précédemment ont été réalisés dans les règles de l'art et ont été reproduits à plusieurs reprises. J'ai par ailleurs été amené à lire un rapport de certification établi par une société reconnue mondialement qui avance des chiffres similaires aux miens, pour lequel le pack de comparaison était une batterie composée de 2 poches souples de lithium-ion. À titre personnel, je pense qu'une optimisation des volumes permettrait d'obtenir des performances encore plus élevées, et je suis également persuadé de l'intérêt de cette technologie et je pense qu'elle peut être le remède à bien des maux de notre société. Merci pour votre écoute. Donc, parmi les témoins, il y a Philippe Lorec, dont je vous livre ici le CV. Il est ingénieur ENSTA, il a fait de l'électronique de puissance pour le compte de la Défense, il est membre de l'IHEDN, il est un des cadres dirigeants des services de l'intelligence économique du pays. Il a assisté à une démonstration de l'un des prototypes et avait toute qualification pour en juger. Un de ses emails rapporte en effet « La seule chose dans laquelle je crois, c'est la techno. » Parmi les témoins aux compétences scientifiques et financières, on compte Jean-François Champigny. Cet ingénieur polytechnicien corps des ponts et chaussées pour ceux à qui cela parle. Pour les autres, cela signifie qu'il compte parmi les meilleurs ingénieurs du pays. Je le rencontre chez PwC où il travaille. Qui est PwC? C'est le leader mondial de l'audit et de la comptabilité. Jean-François Champigny met en place une équipe non sans avoir vu au préalable une démonstration d'un prototype, assisté de quelques ingénieurs, lui-même étant ingénieur de haut niveau. Cette démonstration était le préalable à la signature d'un contrat de prestation de services avec PwC. C'est ainsi que dans un email qui m'est adressé, il rapporte ceci sur la technologie en décembre 2011. Lors de notre étude de la compétition, nous avons identifié plusieurs autres équipes qui se targuent de résultats exceptionnels en matière de stockage d'énergie électrique. L'avantage clé de ta solution est qu'elle est en phase pré-industrielle, avec des prototypes fonctionnels, ce que nous n'avons pas identifié chez les autres. Mais en l'absence de formalisation de la propriété intellectuelle et avec un process aussi complexe, nous pensons que le risque est très important, même pour une technologie aussi prometteuse. Nous avançons tous, dans tous les cas, sur l'IM, Investment Memorandum. C'est Jean-François Champigny qui a fait une évaluation de la licence sur la technologie fin 2011. Elle a été évaluée à l'époque entre 850 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros, selon les hypothèses retenues. Nous retiendrons de l'ordre du milliard d'euros pour faire simple dans la suite. Je rappelle que PwC m'a suivi jusqu'en 2015. À titre d'exemple, PwC m'accompagnait dans les discussions avec la société Renault fin 2014, début 2015. Dans un courrier adressé à la juge en août 2015, Gert von Dort, dit Gert pour les Français, écrit « Je suis directeur d'une société de biotech à succès, directeur d'une société de services financiers, et j'ai récemment conseillé des gouvernements sur les développements et les composantes économiques de l'énergie électrique. » Il attire l'attention de la juge sur les points suivants. La chaîne d'approvisionnement des matériaux et fournitures qui constitue la technologie mise au point par André-Paul Miller doit rester absolument secrète tant que le projet n'est pas complètement terminé. Le succès de l'avènement d'une telle technologie exige du secret, du silence et de la concentration. Afin d'assurer une totale confidentialité quant à la source d'approvisionnement des matériaux et composants caractérisant la technologie, il est indispensable qu'aucun lien n'existe entre un éventuel paiement bancaire et des factures. Évidemment, une fois que la technologie sera rendue publique, il conviendra de présenter une comptabilité confidentielle aux comptables et autorités compétentes. Pour résumer, la technologie a fait l'objet de plusieurs certifications. Nous avons communiqué les conclusions de la dernière expertise.
des ingénieurs et techniciens ont pu constater la pertinence de la technologie. Enfin, la licence exclusive a été estimée à plus de 1 milliard d'euros fin 2011. Un des points fondamentaux pour les batteries, outre la densité d'énergie stockée évoquée, est leur durée de vie et le nombre de cycles charge-décharge qu'elles acceptent. On s'attelle à des tests longs et fastidieux pour réaliser plus de 1300 cycles sur plus de 2 ans. Je teste également l'influence de basses températures. Les résultats sont excellents. Le rendement et la capacité restent à plus de 95% de leurs valeurs initiales, ce qui n'est pas le cas des batteries. Enfin, un mini-réseau est constitué avec production d'énergie, ce sont des appareils de sport cardio, avec stockage de l'énergie produite et gestion de celle-ci pour être utilisée dans les applications proches. C'est un petit réseau avec toutes les contraintes des grands, comme l'adaptation de la production à l'utilisation, avec la gestion des pics et des creux de production et de consommation. Le tout avec des fils apparents pour montrer l'absence d'éléments extérieurs et bien sûr dans un local fermé pour des raisons de sécurité. Cela ne sera pas porté à terme, faute de temps et de moyens. Pourtant, l'idée était bonne. Pendant tous ces tests, nous réfléchissons avec PwC, des bureaux de propriété intellectuelle, des conseils comme Bain Company, B-Citizen, à la mise sur le marché de la technologie et ce que l'on nomme le business model. Dans le même temps, nous mettons en place la société Egon SA, dont certains ont peut-être entendu parler. Nous déposons la marque pour la commercialisation et pour laquelle est décidé en conseil d'administration d'offrir à chacun des fonds historiques des parts en proportion de leur participation dans APMRD. Un rapprochement avec de grands groupes s'opère également. De premières offres aussi arrivent, pas forcément conformes à nos vœux, mais la technologie intéresse et c'est ce qui compte. Dans les premières sociétés intéressées, nous trouvons AK Technologies et ses quelques 20 000 employés, qui est une grande réussite française dans la recherche et développement, l'ingénierie et dans les domaines de la voiture et de l'aéronautique. Puis vient le groupe Safran, un acteur majeur français dans le domaine de l'aéronautique avec ses plus de 90 000 employés. Enfin, le groupe Renault, que tout le monde connaît dans le monde de la voiture. Nous avons également des propositions de rachat. Charles, que j'appellerai X, sud-africain d'origine, qui fait dans la banque et la pétrochimie. Il est proche d'intérêts américains et il voulait un rachat pur et simple pour quelques 10 milliards d'euros et pour lequel j'ai demandé à un banquier de haut niveau de vérifier les prétentions en vue d'une possible acceptation. Nous sommes en effet fin 2014 et je suis épuisé. Il y a tellement de postes sur lesquels je suis sollicité et mes moyens financiers commencent à être en berne. Je vous livre un extrait du contrat proposé. Un des actionnaires de PCI était présent aux discussions. C'est dans un contexte où il me faut impérativement travailler au renforcement de ma position de négociation avec de gros investisseurs comme le fonds chinois dont on va parler ou des entreprises internationales que je suis prêt à céder début 2015 à Alain S une partie de ma participation dans la SAS APM afin de générer un peu de trésorerie, que ce soit pour le projet ou pour moi-même. Il faut terminer le chantier administratif, avoir les moyens suffisants pour répondre aux besoins juridiques, de déplacement et autres contingences, avoir une équipe de qualité pour pouvoir négocier dans des conditions optimales. Pour faire simple, il faut ressembler à quelque chose. Alain S, quant à lui, est un chef d'entreprise français qui fait dans les transports. Il est propriétaire d'un grand groupe, mais également dans le photovoltaïque et l'éolien. Il m'apparaît comme aguerri aux affaires et outre le petit tremplin financier qu'il offre pour les raisons exposées, il serait précieux, fort de ses compétences, pour accompagner le projet. C'est dans ce cadre qu'un contrat est signé avec lui à échéance au 30 avril 2015. Ce contrat présente en outre la restructuration en projet avec l'attribution de parts d'Egon aux fonds historiques. Je ne serai malheureusement pas disponible par la force des choses à cette date. Les représentants d'un fonds chinois investissant principalement dans l'éolien font plusieurs déplacements en France et au Luxembourg chez PwC pour apprécier la technologie et envisager la possibilité d'investir.
Un protocole d'accord est d'ailleurs signé avec eux au mois de juin 2014, au terme duquel il est question pour eux d'investir à hauteur de 20% du besoin mondial, à dire d'experts. C'est dans ce contexte que je suis invité à me rendre en Chine en janvier 2015. Inquiet de voir partir la technologie à l'étranger, les agents de l'intelligence économique avec qui je travaille depuis plusieurs mois à la présentation de l'invention à la COP21 interviennent. Et ils me font comprendre qu'il est trop tôt pour envisager des contacts commerciaux avec la Chine. Mon déplacement est donc annulé. Mais un intermédiaire, Philippe M, s'y rend à ma place. J'aurais dû rencontrer de très puissantes personnes, comme le président du SIC, China Investment Corporation, un des principaux fonds souverains chinois pour les engagements financiers. Le président du CAS, c'est l'Académie des sciences, c'est-à-dire le CNRS chinois. Et enfin, le premier conseiller d'État. Par ailleurs, j'aurais rencontré de riches investisseurs, comme Li Ka-shing. Philippe M revient avec un ensemble de documents et des noms prestigieux, ainsi qu'une possibilité d'implantation dans ce que l'on nomme le port de Pékin près des lignes d'assemblage de Airbus. Je suis de nouveau invité et ce sont les services diplomatiques de l'État qui sont mis en branle. Le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, mission de soutien stratégique, le conseiller Asie du président Hollande, le conseiller industrie de l'Élysée, le directeur du programme énergie et économie circulaire au commissariat général de l'investissement, le délégué ministériel aux industries de sécurité du ministère de l'Intérieur. Plusieurs rendez-vous sont organisés. Date est d'abord fixée au 3 avril pour être portée au 10 avril en ce qui concerne l'Élysée. J'évoquais il y a un instant la conférence de Paris sur le changement climatique, la COP21, de la fin 2015, durant laquelle l'invention devait être présentée. Là aussi, de nombreuses réunions avaient lieu à Paris en vue de la présentation et un groupe de pilotage s'était formé autour duquel nous trouvons les deux membres de l'intelligence économique ainsi que Jean-Philippe Puchot. Des entreprises comme AK Technologies et PwC s'étaient également jointes aux discussions. Tout s'arrête brutalement le 1er avril 2015. D'entrée de jeu, je passerai pour un affabulateur devant la justice alors que je prends soin de la prévenir de là où nous en sommes, des rendez-vous et échéances proches à ne pas manquer. Je ne le sais pas encore, mais la technologie ne sera jamais présentée à la COP21. Jean-Philippe Puchot assistera à ma place au rendez-vous en avril 2015 avec les services d'État et les services diplomatiques, lui qui essaie depuis le début de s'intégrer au projet, tout comme les membres de l'intelligence économique. Je l'apprendrai bien plus tard, à la lecture de mon dossier pénal. Et je ne pourrai jamais donner suite aux nombreuses discussions en cours, même si mes interlocuteurs se présentent munis d'évidences de fonds significatifs comme celles dont je vous laisse apprécier le montant. Je ne le sais pas encore, mais le 1er avril 2015 est le premier jour d'une nouvelle vie où tout m'est désormais interdit. L'idée d'André-Paul Miller date de 2007. 2007 et 2008 ont été consacrés à vérifier la vraisemblance des premières conclusions auxquelles il avait abouti. Une fois la pertinence théorique de l'invention confirmée, il a pris contact avec des professionnels du monde des sociétés, lesquels lui ont proposé la structure d'exploitation mise en place. Ainsi, en 2009, il a transféré son savoir-faire à la société MDSA ou Monsigny, dont le droit de déposer les brevets, et ce, en vue de son exploitation. En contrepartie, un prix était convenu. MDSA n'a pas transféré l'invention qu'elle venait d'acquérir à APMRD, mais lui a confié la mission de confirmer sa pertinence pratique. Et il était convenu que la propriété des outils construits à cet effet reviendrait au propriétaire de la technologie, à savoir MDSA. En contrepartie toutefois, APMRD recevait une licence exclusive d'exploitation moyennant des conditions privilégiées. L'activité de APMRD était financée par les fonds ISF-IRPP. La participation dans APMRD a attribué en contrepartie du financement était confiée à la société Sovamec. Pour établir son rapport d'évaluation, Sovamec, qui est un cabinet d'experts comptables et de commissaires aux comptes établi à Dombasle-sur-Meurthe, s'est fondé sur un ensemble de données publiques et d'informations fournies, organigramme de société, contrat en cours de finalisation entre Monsigny et APMRD, fonctions exercées par chacune des sociétés, perspectives de l'invention, données économiques, identification des marchés, etc. Sur cette base, elle a formulé une estimation de la valeur du futur brevet et proposé une évaluation de la société APMRD compte tenu de la licence exclusive consentie à cette dernière. Ainsi, dans son rapport, Sovamec indiquait qu'il était tout à fait raisonnable d'évaluer en première approche la valeur du brevet détenu par la société Monsigny Développement à une somme de 7,5 milliards d'euros
et valoriser la société APMRD à 200 millions d'euros. Sur base du contrat de licence, APMRD est évalué à 200 millions. C'est sur base de cette évaluation qu'une participation proportionnelle dans APMRD était remise au fonds en contrepartie du financement attribué. En 2011, l'évaluation de la licence exclusive était portée à plus de 1 milliard par PwC, ce qui portait la valeur de la participation des fonds à 14 millions. Si on retient la valeur attribuée à APMRD dans le cadre des discussions intervenues en 2014 et 2015 avec Charles X, à savoir 5 milliards, la valeur de la participation des fonds avant que le projet ne soit brutalement interrompu aurait été équivalente à 70 millions. Mais si on retient le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé APMRD si les discussions avec le fonds asiatique avaient pu être poursuivies, et si on tient compte des discussions en cours avec AK, Renault et Safran, les estimations portant sur la valorisation de la société et donc de votre participation s'envolent. Mais tout ceci n'a pas pu aboutir. Il n'y a pas eu de redevance, pas de rémunération de la licence exclusive accordée à APMRD, et MDSA n'a jamais payé le prix pour la cession de savoir-faire. 8 heures. Intervention de la police à mon domicile et devant enfants. Je mets presque une journée pour comprendre ce qu'on me veut. On ne se prépare pas à ça quand on imagine faire bien, et on croit que cela ne durera pas, que tout le monde va comprendre. Ma maison est perquisitionnée et laissée comme dans les films. Tout a été retourné, d'entrée de jeu, intimité violée. Et ce n'est qu'un début, si j'avais su. Et mes proches qui assistaient à tout ça. La technologie était depuis quelque temps à l'étranger, divisée dans des coffres séparés, tout comme la documentation sensible. Donc tout était en sécurité. L'avocat présent sur place au commissariat me conseille d'utiliser mon droit au silence, plutôt que de dire des choses approximatives et sans justificatif. Cet usage de mon droit me sera reproché. Puis fiché comme un criminel, et je découvre une garde à vue, portée exceptionnellement à 2 jours, et une nuit au milieu des hurlements, des gens qui tapent portes et murs, avec pour seule eau celle qui coule dans les toilettes à la turque d'une cellule dégoûtante sous caméra. Reperquisition dans les locaux professionnels cette fois le 2 avril. Passage devant la juge qui me prend pour un affabulateur alors que j'explique là où nous en sommes, comme les contrats, l'Élysée. Tout est pourtant vrai. Mise en examen sans même attendre un début de réponse construite de ma part, avec des justificatifs pour étayer, à des questions qu'on m'exposerait. Logé, chauffé, nourri comme on dit. Il n'y a en fait que très peu de chauffage. La télé est payante et 2 mois valent le prix de cet écran. La nourriture manque et il faut la faire descendre avec de l'eau. Point positif, 9 kg perdus en 2 mois et demi. Tout le monde n'est pas très intéressant sur place et les journées sont très longues, à 2 dans environ 10 mètres carrés, surtout quand viennent les premiers beaux jours et longs week-ends où le minimum de service est assuré, le personnel étant en effectif réduit ces jours-là. Rien ne doit arriver de fâcheux d'ailleurs, et prendre l'air devient rare en pareil week-end. Le sport, il intervient plusieurs semaines seulement après l'incarcération, juste 2 heures par semaine, du foot. Il est difficile de pouvoir soigner un mal de tête, et le taux de décès est très important sur place. C'est violent aussi. Le personnel sur ces gardes reste sympa. Des bénévoles essaient de donner des cours qui sont aussi une présence, un lien avec l'extérieur. Merci à eux pour ceux là-bas. Que se passe-t-il? Qui va m'aider? Je ne suis pas préparé à ça, personne ne l'est. Pourquoi cette condamnation d'avance? Je n'ai rien fait de mal, je ne l'ai jamais fait. Que fait la justice de mon pays? Moi, l'enfant d'une institutrice, élevé dans les valeurs de la démocratie, le respect, la tolérance et la justice. Pourquoi cette destruction en préambule à toute explication? Quelle torture! Je dois apprendre les règles du monde carcéral. J'ai été coupé de toute visite pendant plus de 6 semaines. Je n'ai jamais été autorisé à joindre à la maman de mes enfants ou ces derniers de toute la période. J'ai appris par la suite que mon fils me croyait mort. Comment vont mon papa vieillissant et ma sœur au cœur fragile? Aucune nouvelle de qui que ce soit pendant des semaines. Le courrier a fini par arriver, ouvert, après plus d'1 mois. Véhiculé et fouillé comme on ne le fait pas au bétail.
C'est indigne, encore plus quand on sait que 40% des pensionnaires sont dans l'attente d'un jugement définitif. Et moi, je n'ai même pas pu me faire entendre dans des conditions normales avec un casier vierge. Cela n'a pas de sens, c'est archaïque. J'ai testé 72 nuits dans un bruit continuel. Je sais ce dont je parle. Alors je pense à Assange qui meurt en Angleterre, lui dont le seul crime est de dénoncer les agissements, eux, répréhensibles. Combien sont-ils dans nos pays dits de droit et civilisés? Je me faisais des idées fausses sur ce milieu, où finalement gardiens bénévoles et détenus m'ont respecté. Monsieur Miller a été mis en examen pour entrave à la mission de commissaire aux comptes et abus de biens sociaux. Il a ensuite été placé en détention provisoire. Mais de quoi s'agit-il au juste? Au risque d'enfoncer une porte ouverte, quand une société collecte des fonds, le principe est évidemment que ces fonds servent au fonctionnement de l'entreprise et donc par exemple à payer les fournisseurs. L'abus de biens sociaux, c'est le fait pour le dirigeant de l'entreprise de s'approprier les fonds en question et de les utiliser à des fins personnelles, genre pour se payer des vacances aux Seychelles. En revanche, il n'y a pas d'ABS si le paiement de ces sommes est justifié, par exemple un loyer ou un salaire, ou si évidemment ces sommes servent à régler les factures des fournisseurs en question. Monsieur Miller a demandé à plusieurs reprises que des expertises judiciaires soient diligentées sur ce dernier point, à savoir l'utilisation des sommes, mais sans succès malheureusement. Nous y reviendrons plus tard. Disons qu'au moment de son placement en détention provisoire, l'utilisation des sommes à des fins personnelles était probablement suspectée sur la base de témoignages apportés par le courrier de plainte de M. Dugour, retraçant des faits imaginaires, dont le fameux voyage aux Seychelles, mais aussi par le courrier d'information reçu en septembre 2014. Un groupe d'actionnaires envoyait un courrier d'information au procureur de Nancy indiquant avoir de forts soupçons sur l'utilisation de leur argent à des fins personnelles, estimant que M. Miller avait abusé de leur confiance pour leur soustraire des fonds à des fins autres que la réalisation du projet d'entreprise. De manière surprenante, aucun d'entre eux ne portait pourtant plainte à l'issue de son audition. En réalité, 3 personnes ont porté plainte pour escroquerie. M. Dugour, au terme d'un courrier dont le contenu n'a manifestement pas fait l'objet de vérifications approfondies, et Mme Minetti et M. Gauthier qui, après avoir adressé un courrier similaire à celui que vous avez sous les yeux, indiquaient en audition agir sur recommandation de M. Durand et avouaient tous deux ne pas suffisamment connaître M. Miller pour pouvoir commenter son train de vie. Alors comment pouvaient-ils dès lors suspecter M. Miller de détournement, comme indiqué dans leur courrier? Plus de 10 semaines sans contact autorisé avec sa famille, son père et ses enfants. 8 semaines sans visite autorisée de ses proches. Il est interrogé le 5 juin 2015, mais libéré une semaine plus tard, le 12 juin 2015. Sa remise en liberté est subordonnée au respect de plusieurs conditions. Il doit remettre son passeport, s'abstenir de quitter le département de Meurthe-et-Moselle, se présenter une fois par semaine au commissariat de police, s'interdire de rentrer en contact avec les investisseurs et ne se livrer à aucun acte de création ou de gestion d'entreprise, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. En juillet 2015, M. Miller est donc en liberté sous contrôle judiciaire et il est contacté par le groupe Renault pour poursuivre les discussions qui étaient en cours et notamment organiser une démonstration de son invention sur leur site à Boulogne-Billancourt. Sachant qu'il ne peut en principe quitter le département de Meurthe-et-Moselle, il sollicite par la voie de son avocat une adaptation de son contrôle judiciaire. Le magistrat instructeur répond en ces termes. Monsieur Miller a sollicité par l'intermédiaire de son conseil une demande de modification temporaire de son contrôle judiciaire afin d'être autorisé à quitter le département 54 pour se rendre au siège de l'entreprise Renault à Boulogne-Billancourt, qu'il soutenait qu'il devait se rendre là-bas afin d'organiser et préparer la démonstration de son invention. Attendu que l'examen des pièces jointes met en évidence qu'il s'agit justement de l'invention litigieuse et dont il est d'ores et déjà fait état en procédure. Attendu qu'il convient en outre de rappeler à la personne mise en examen qu'il résulte de l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 12 juin 2015 qu'il a interdiction de créer et de gérer les entreprises, que le mail qu'il produit pourrait démontrer qu'il maintient ses activités, qui plus est concernant l'invention litigieuse. N'étant pas autorisé à organiser la démonstration à Boulogne-Billancourt et vu la mise en garde adressée par le magistrat instructeur,
les discussions avec le groupe Renault étaient naturellement suspendues. L'interdiction faite d'organiser une démonstration au motif qu'il s'agirait d'un acte de gestion a conduit les avocats d'André Paul à lui conseiller de ne pas prendre part aux procédures collectives touchant PCI et APMRD. Pour rappel, PCI a été mis en liquidation pour une dette de TVA et d'impôt des sociétés, alors même qu'elle n'avait pas de revenus, qu'il s'agissait d'une société de détention de participation qui était hors champ d'application de la TVA et qu'elle n'avait pas exercé d'activité sujette à TVA. Après plusieurs réunions avec les services fiscaux, le dossier semblait clos, mais c'était sans compter sur la déclaration de créance déposée 3 ans plus tard. La dette en question semblait tellement infondée qu'une note au compte a été insérée par le comptable dans ce sens afin de justifier le fait qu'il refusait de prendre en provision la dette contestée. Que PCI ne soit pas assujetti à la TVA est élémentaire. Et c'est donc de manière surprenante que l'on peut lire dans le rapport de Maître Marocou de janvier 2017 qu'il reste pour le moins circonspect sur les possibilités d'aboutissement de la demande contenue dans la réclamation, au terme de laquelle il est demandé le dégrèvement total de la créance fiscale. Surprenant aussi les courriers de dégrèvement envoyés le 12 décembre 2018, manifestement à une mauvaise adresse puisqu'ils auraient dû être adressés au mandataire judiciaire. La société APMRD a quant à elle été mise en liquidation pour une dette d'URSSAF de l'ordre de 20 000 €. Je rappelle que la totalité des financements de APMRD s'élevait à plus de 2 800 000 €. Les tentatives de prorogation exceptionnelle de la période d'observation ont échoué, alors même qu'il était proposé un règlement de la dette d'URSSAF en question. Le tribunal a retenu entre autres qu'au vu des éléments en sa possession, APMRD ne pourrait présenter un plan de redressement sérieux et qu'il se devait en conséquence de convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation. En 2017, M. Miller est toujours sous contrôle judiciaire. Ses conditions ont été adaptées et il peut désormais sortir de Meurthe-et-Moselle, mais les autres conditions sont toujours appliquées alors même qu'aucun juge n'était plus en charge de son dossier depuis 2015. Hasard du calendrier toutefois, M. Miller est invité à rencontrer pour la première fois son nouveau juge d'instruction le 24 mai 2017, 2 jours à peine après la mise en liquidation de PCI et de APMRD et près de 2 ans après sa dernière entrevue avec le juge précédent, le 5 juin 2015. À l'issue des interrogatoires qui se sont déroulés en juillet 2017, il sera supplétivement mis en examen pour banqueroute, forcément, fraude fiscale et pour escroquerie. 2 remarques. Concernant la banqueroute tout d'abord, elle ne peut intervenir que si les sociétés ont été mises en redressement ou en liquidation judiciaire, ce qui suppose nécessairement un endettement, et un endettement pour lequel aucun plan d'appurement sérieux ne peut être proposé. En l'espèce, je rappelle que l'unique dette de PCI, en l'occurrence une dette fiscale de 1,3 million, a été intégralement dégrevée, en conséquence de quoi il apparaît que PCI n'aurait jamais dû être mise en liquidation. Concernant APMRD, le tribunal de commerce de Briey a décidé que la société ne pouvait proposer un plan de redressement sérieux pour l'appurement de sa dette de 20 000 €, alors même qu'aucune dette supplémentaire n'avait été contractée durant la période d'observation et alors même que les actionnaires se seraient proposés de régler la dite dette. Ma deuxième remarque concerne la mise en examen supplétif pour escroquerie, qui permettra à la juge d'instruction de solliciter la constitution sous 3 mois d'un cautionnement de 2,8 millions d'euros, impossible à atteindre évidemment, totalement irréalisable. Cette nouvelle condition du contrôle judiciaire a toutefois été modifiée par la chambre d'instruction qui, saisie d'appel, a réduit cette somme au montant de 350 000 €. Dans la foulée, Maître Bedorès, son nouvel avocat établi en Belgique, demandait au magistrat instructeur de diligenter des expertises judiciaires. L'une devait porter sur la technologie, vu les doutes que le magistrat semblait avoir quant à son existence et ses demandes répétées d'obtenir des prototypes et des explications sur le fonctionnement du dispositif, et l'autre expertise devait porter sur les flux financiers et leur utilisation. Vu les informations diffusées dans la presse, il était sollicité que les détails des expertises restent confidentiels, dans le but évidemment de protéger le projet et de préserver la brevetabilité de l'invention. Ainsi, le magistrat instructeur pouvait nommer l'expert de son choix dans chacun des domaines. L'un donnerait son avis sur l'existence de la technologie et l'autre confirmerait ou infirmerait l'existence de détournement de fonds au profit direct ou indirect d'André Paul Miller.
Ces demandes ont été formulées dans les 6 mois qui ont suivi les rendez-vous avec la nouvelle juge d'instruction et alors que tout était mis en œuvre pour éviter que André-Paul Miller ne soit replacé en détention préventive, faute d'avoir pu remplir la condition du cautionnement nouvellement inséré au titre du contrôle judiciaire. Imaginez-vous réunir une somme de 350 000 € en 3 mois. Monsieur Miller est ruiné, ses biens ont été saisis, il n'a en réalité aucune source de revenus, on y reviendra plus tard, et c'est un tiers qui a mis cette somme à disposition du juge. Ce tiers est un financier luxembourgeois qui a l'ambition de participer activement au projet et qui, avant d'engager ses fonds, a mandaté un laboratoire, celui de son choix, pour réaliser la dernière certification. Quoi qu'il en soit, les demandes d'expertise judiciaire avaient été formulées avec la conviction de pouvoir ainsi sortir de l'ornière de manière constructive et les réponses de la juge à ces propositions étaient attendues avec impatience. Et là, c'est un peu une surprise. 15 jours après avoir réceptionné ces demandes, la juge d'instruction envoie cet appel à victimes, spécifiant au passage aux investisseurs auxquels ce courrier a été envoyé qu'ils sont les victimes d'une escroquerie orchestrée par André-Paul Miller. Alors qu'entre le 1er avril 2015 et le 19 janvier 2018, soit sur une période de 33 mois, 22 personnes s'étaient constituées partie civile, principalement dans l'entourage de messieurs Durand, Jean-Charles Miller, Puchot et L'Huillier, 24 autres investisseurs les rejoignaient en à peine un mois et demi. C'est également une surprise de découvrir la réponse de Madame le juge d'instruction aux demandes d'expertise. Selon, elle les considère fantaisistes ou inutiles. Il était donc fait appel de cette décision de rejet. Au terme de l'ordonnance rendue par Madame la présidente de la Chambre d'instruction le 21 mars 2018, l'expertise technique pour laquelle était demandé le respect d'une certaine confidentialité était qualifiée d'expertise clandestine et l'inutilité de l'expertise comptable était confirmée. Ainsi, il était décidé de ne pas saisir la Chambre d'instruction de l'appel interjeté. Nous passerons rapidement sur le renouvellement des demandes d'expertise technique et comptable formulées de manière différente avec des contours aménagés. Ces demandes ont à nouveau été rejetées par une ordonnance du 3 mai 2018. Idem pour l'appel, rejeté une nouvelle fois par la présidente de la Chambre d'instruction. La prise en main du dossier par la nouvelle équipe a peut-être précipité la clôture de l'information puisque 10 jours seulement après avoir rejeté le second appel, un avis de fin d'information était envoyé aux parties. Je passerai rapidement aussi sur le réquisitoire définitif déposé par le parquet aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel. Je soulignerai simplement qu'il est désormais soupçonné d'avoir détourné une somme supérieure au montant total des investissements dans les différents fonds. On en est désormais à plus de 4 millions. Et qu'il est spécifiquement reproché à André-Paul Miller au titre de l'escroquerie d'avoir refusé de remettre les rapports relatifs aux propriétés et au fonctionnement de son dispositif et d'avoir refusé de procéder à des démonstrations auprès d'experts scientifiques. Un mémoire en réponse a été rédigé et a été reçu par le greffe de l'instruction le 16 novembre 2018. Il était accompagné de 93 pièces dont il était demandé de ne pas communiquer une copie aux parties civiles dans la mesure où ces pièces contenaient des informations confidentielles dont la diffusion aurait pu porter atteinte à la brevetabilité de l'invention. Parmi ces pièces, et à défaut d'avoir obtenu l'organisation d'expertise judiciaire, figurait un exemplaire de l'expertise comptable privée réalisée par un expert judiciaire et le constat d'huissier portant sur les conclusions du rapport d'expertise technique évoqué au début de cette présentation. Nous avons vu au début du documentaire l'expertise technique qui avait confirmé que le prototype testé avait une performance égale à environ 3 fois les meilleures batteries du moment, telles qu'identifiées par le laboratoire indépendant chargé d'effectuer ce test. Ce document était joint au dossier pour mettre fin une bonne fois pour toutes aux accusations portées contre M. Miller quant à la réalité et à la pertinence de son invention. Un deuxième document important figurait dans le dossier de pièces. Il s'agit d'un rapport d'expertise comptable, faute d'avoir obtenu du juge d'instruction son accord pour organiser une expertise judiciaire sur la question de l'existence d'un ABS dans le chef d'André-Paul Miller. Ce rapport est rédigé par M. Talgo, expert comptable, commissaire aux comptes, expert près la cour d'appel de Metz et dont le cabinet est établi à Thionville. Il est précisé. La mission que vous nous avez confiée est une mission d'expertise privée menée dans les mêmes conditions de diligence qu'une expertise judiciaire. C'est très important. Il poursuit. Les travaux que vous nous avez demandés consistent à partir du projet de comptabilité de APMRD, du relevé des flux qualifiés ABS tels que versés au dossier de la procédure, de la documentation produite par M. Miller, des originaux de pièces et des extraits de comptes bancaires de la société APMRD et de M. Miller, à constater et corriger les erreurs matérielles commises dans le cadre du relevé des flux financiers afin d'établir le montant effectif de ces flux, identifier les créances et revenus d'André-Paul Miller
en tenant compte notamment des factures confidentielles produites, le cas échéant proposer les écritures comptables correctrices, afin de formuler un avis sur la hauteur de l'ABS éventuelle, partant des montants identifiés dans le cadre de l'instruction judiciaire, après avoir effectué les compensations utiles. Des factures sensibles ont donc été fournies. Après la prise en compte de la documentation présentée, dont les factures confidentielles évidemment, et la prise en compte des écritures correctrices de la comptabilité d'APMRD, l'expert comptable a constaté qu'André Paul Miller n'était pas débiteur de la société, mais bien créancier de celle-ci. Il conclut ainsi son rapport en soulignant qu'il n'a pu constater un désinvestissement au détriment de la société APMRD au profit de M. Miller. En somme, ce rapport établit que votre investissement n'a pas été utilisé par André Paul Miller à des fins personnelles, mais bien pour les besoins de la société, tout comme l'investissement personnel de celui-ci. Ce document était joint aux mémoires fournies moins de 10 jours plus tard. Et là, surprise, il est décidé dans l'ordonnance de renvoi que les observations remises au service d'accueil du justiciable du tribunal par André Paul Miller ne respectent pas les conditions de forme prévues par le Code de procédure pénale, de sorte que ces observations ainsi que les pièces à l'appui sont déclarées irrecevables et donc écartées des débats. Il a été fait appel de la décision de renvoi. Afin d'être finalement entendu par les magistrats, à son mémoire était joint le même dossier que le premier, étant entendu qu'il avait masqué certaines mentions confidentielles afin d'en permettre la communication aux parties civiles sans risquer de porter préjudice au projet. Il sollicitait également dans ces conditions la garantie d'une correcte mise en œuvre de la protection du secret de l'instruction. Malgré cela, malgré le pas visant la communication à tous de l'ensemble des pièces, exception faite de certaines mentions masquées, la Chambre d'instruction confirme en page 61 de son arrêt qu'elle reprendra les faits tels qu'énoncés par la juge d'instruction. Cette mention lève le voile sur la suite et laisse penser que le mémoire et l'ensemble des pièces jointes à l'appui de l'appel ne seront à nouveau pas pris en compte par les magistrats saisis du dossier. L'importance du respect de la confidentialité est bien soulignée, mais balayée lorsque la Chambre d'instruction rappelle avec force que le secret et la confidentialité sont étrangers au débat judiciaire. Alors comment défendre un projet dont l'éclosion et le développement supposent le respect de la confidentialité pour permettre la brevetabilité de l'invention ? Comment défendre ce projet si aucune mesure de protection n'est accordée par la justice ? Comment défendre ce projet lorsque la Chambre d'instruction maintient qu'André Paul Miller refuserait la communication du second dossier de pièces aux parties civiles, alors même qu'il a spécialement masqué les mentions confidentielles en vue de leur communication ? Comment défendre ce projet lorsqu'après avoir demandé l'organisation d'expertise judiciaire, l'expertise comptable privée et le constat d'huissier sont écartés des débats une seconde fois, alors même que ni l'un ni l'autre ne comporte de mention masquée ? Pourquoi écarter les 1000 pages de pièces portées à l'appui du mémoire ? Pour envoyer M. Miller devant le tribunal correctionnel en dépit des très nombreux éléments apportés par la défense ? Est-ce l'homme qui est visé ou le projet ? Parce qu'en vrai, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je me pose une question. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une grosse affaire d'escroquerie. Il faut dire que l'instruction a duré plus de 3 ans pour une durée initiale annoncée de 12 mois. Pour autant, il n'a pas été fait appel au service du GIRS dont la compétence s'étend aux infractions d'abus de biens sociaux, de banqueroute et autres délits financiers et qui dispose justement d'une antenne à Nancy. Bizarre. Soit. Mais pourquoi ce dossier d'envergure, semble-t-il, a-t-il systématiquement été confié au magistrat du service de l'instruction qui présentait, semble-t-il, la plus petite expérience en tant que juge d'instruction ? J'ai fait une petite recherche. On trouve des tas de trucs sur Internet aujourd'hui, dont les dates de nomination des magistrats. Et j'ai donc recomposé ou tenté de recomposer le service aux dates indiquées. Ma petite enquête m'a permis de constater ceci. Madame Moulet avait une expérience de moins de 2 ans en tant que juge d'instruction quand elle a été saisie du dossier. Et Madame Bucan, qui l'a succédé, une expérience de moins de 3 mois au moment où l'instruction du dossier lui a été confiée. En revanche, ayant été juge-commissaire au tribunal de commerce de Nancy, il n'est pas exclu qu'elle connaissait des juges consulaires qui y siégeaient à la même époque et qui pourraient se trouver parmi les parties civiles. Soit, revenons à l'instruction. En réalité, tous les autres magistrats du service étaient plus expérimentés que Mesdames Moulet et Bucan respectivement. Et à aucun moment un second juge d'instruction n'a non plus été nommé pour soutenir ou assister le premier comme la procédure le prévoit dans les cas les plus complexes. Alors loin de moi l'idée de remettre en cause leurs compétences, mais j'ai un peu de mal à imaginer que l'affaire qui a nécessité plus de 3 ans d'instruction,
avec son lot de perquisitions, d'interrogatoires, d'auditions, de commissions rogatoires en tout genre, d'expertise informatique, psychologique, technique. Ah non, pardon, pas celle-là, humour belge. Cette affaire qui implique la maîtrise, outre du droit pénal, celle des connaissances en matière de droit de la propriété intellectuelle, en comptabilité, en droit fiscal international, en matière de prix de transfert. Cette instruction suppose également de savoir ce que sont des investment memorandums, des business models, de comprendre un rapport d'évaluation. Je ne vais pas aller jusqu'à demander une connaissance approfondie en matière scientifique, même si pour André-Paul Miller, kilowatt et kilowattheure sont des notions supposées acquises, mais au moins de comprendre les enjeux environnementaux et la manière dont la technologie pourrait impacter la transition énergétique avec ses enjeux sociaux, économiques, géopolitiques, etc. J'ai été confrontée à la plupart de ces sujets régulièrement pendant près de 15 ans, et je dois avouer que là, c'est un peu mon tour de France. Je dis cela parce que je n'ose imaginer ce que cela doit représenter pour des magistrats, aussi compétents et bienveillants soient-ils, de devoir se prononcer sur des éléments dont la maîtrise pourrait leur échapper faute d'expérience dans le domaine, avec en ligne les enjeux planétaires. Mais en tout état de cause, j'ai un peu de mal à me dire que cette affaire qui a nécessité 3 ans d'instruction et conduit à un dossier pénal de plus de 7000 pages puisse être considérée comme une affaire simple et encore moins comme une simple affaire. J'évoquais il y a un instant les expertises informatiques. Une remarque. Vous l'ignorez peut-être, mais tout le matériel informatique ou presque de M. Miller a été saisi. Ça complique évidemment la défense, mais là n'est pas mon point. Le magistrat instructeur a bien ordonné des expertises informatiques plus de 2 ans après avoir saisi le matériel. Mais bizarrement, les magistrats ont refusé les expertises comptables et techniques sollicitées par la défense. Mais pourquoi le contenu des ordinateurs présentait-il plus d'intérêt qu'une expertise comptable ou une expertise technique ? Je rappelle, André-Paul Miller est poursuivi pour abus de biens sociaux et escroquerie. A priori, jeter un œil sur une certification scientifique et sur les comptes peut présenter un certain intérêt. Pourtant, ce sont les ordinateurs qui intéressent au point de ne pas être rendus, même après analyse. Gageons que les données confidentielles éventuellement récoltées ne seront pas accessibles au public. Parce qu'il faut bien dire une chose, si le projet ne présente, semble-t-il, aucun intérêt pour la justice nancéenne, nous travaillons d'arrache-pied pour le faire éclore dans les meilleures conditions possibles. Avant d'évoquer la suite, j'aimerais porter à votre attention certains éléments que vous pourriez ignorer et qui peuvent avoir leur importance pour comprendre pourquoi tout ceci s'est déroulé de cette manière-là. Je vais prendre 2 exemples, M. Puchot et M. Bugala. Commençons par le premier. En janvier 2016, M. Puchot semble décidé à prendre la direction du groupe de plaignants. Dans leur courrier, ils évoquent ne pas avoir été surpris de la mise en détention de M. Miller. Ces plaignants, désormais dirigés par M. Puchot, précisent, et je cite, « également avoir vu différents nouveaux intervenants, soutenus activement par M. Miller, j'insiste sur ce point, agir depuis septembre 2015 pour détourner et s'approprier le projet en embauchant M. Miller avec un important salaire sur une société étrangère. Et tout cela au détriment de la société à permerder et donc des droits des primo-investisseurs. » Flashback. M. Puchot a travaillé avec M. Miller entre 2012 et 2015, pile durant la période où le projet changeait d'échelle, où la structure de société était repensée pour y faire face et les contacts pris avec des partenaires financiers et industriels potentiels. En particulier, M. Puchot lui apportait son concours sur les dossiers tels que la préparation à la COP21, la négociation avec la société d'ingénierie française AK Technologies ou le dossier avec un investisseur chinois, de sorte qu'il était parti aux relations avec les membres de l'intelligence économique chargés d'encadrer M. Miller sur ces sujets. Et c'est fort de cette position qu'il s'est présenté à la place de M. Miller au rendez-vous fixé à l'Élysée en 2015, comme il le dit d'ailleurs de manière très explicite dans le dossier qu'il avait préparé et joint au courrier que vous voyez. Mais que s'est-il passé ensuite ? Comme plusieurs témoignages concordants l'indiquent, M. Bugala s'est emparé de l'ordinateur personnel de M. Miller, l'a déverrouillé et a pris contact avec les membres de l'entourage de M. Miller alors qu'il était en détention préventive. Parmi ceux-ci, M. Puchot. Dans un premier temps, M. Puchot et Bugala vont s'allier. Et vous allez voir que leur alliance n'était pas vraiment empreinte des valeurs les plus chrétiennes.
Celui-ci, et je parle bien de M. Puchot, fait état de sa stratégie dans plusieurs courriels déposés par lui au dossier de l'instruction. Ainsi, le 28 juin 2015, il précise à ses amis, et il s'agit de messieurs Bugala, Lorec, Penquin, de Servigny et Le Caron, que la menace de porter plainte est le seul moyen réel de pression exerçable sur M. Miller. En complément, il est prévu de contacter un journaliste de l'Est républicain, ami de certains actionnaires, comme il l'avait suggéré dans un email 2 jours plus tôt. Ensuite de quoi, il convient de s'entendre pour que Gabriel et ses partenaires se présentent auprès de M. Miller au meilleur moment comme unique solution de secours. Dans son email du 29 juin 2015, alors que tout le monde se réjouit du fait que M. Miller aurait signé un document que celui-ci refusait encore de signer 2 jours plus tôt, M. Puchot fait état des manœuvres utilisées. Je cite : « Mon action a été de mobiliser dès le milieu de la semaine dernière le maximum d'actionnaires dont j'avais les adresses mail afin de créer un climat violent. Cette action a été payante car ce week-end et ce matin encore, les SMS, mails et appels téléphoniques des actionnaires ont rendu furieux M. Miller, mais ont activé chez lui une peur salutaire. » Il poursuit. « Mais je connais l'inventeur et sa capacité à signer tout ce que l'on veut pour se débarrasser temporairement du couperet au-dessus de sa tête, puis à démonter ensuite ce qu'il a signé. Aussi, nous devons maintenir la pression. Pour avoir un poids face à l'indécision d'APM, il fallait bouger réellement et ne pas faire semblant. Il nous est recommandé de ne pas lâcher la proie pour l'ombre et de nous porter partie civile contre APM. Nous maintiendrons ainsi une pression palpable et verrons in fine comment sera visé si les engagements sont confirmés. J'ai fait une proposition à Gabriel d'utiliser les 2% de M. Sanson pour donner du lest dans les négociations à venir avec les actionnaires. La situation capitalistique signée me laisse perplexe. Nous cohabitons avec des actionnaires amis d'APM qui n'ont aucunement soutenu notre projet et les trouver à des pourcentages plus importants que nous est difficilement acceptable. » Retour au courrier du 20 janvier 2016. Je relis. « Nous avons vu différents nouveaux intervenants activement soutenus par André-Paul Miller. Bugala n'était-il pas plutôt soutenu par Puchot ? Et Puchot n'a-t-il pas prouvé qu'il a multiplié les manœuvres auprès d'André-Paul Miller et de l'ensemble des actionnaires et fait pression sur André-Paul Miller pour qu'il se plie aux conditions qu'il avait fixées avec Bugala ? » Mais en réalité, la lune de miel entre Puchot et Bugala fut de courte durée. Et début septembre, pour des questions d'ego, de partage du gâteau, sans la participation du principal intéressé d'ailleurs, ce sont des assiettes qu'ils se jettent à la tête. Le divorce était consommé dans les semaines qui suivirent et M. Puchot, vraisemblablement frustré, finit par offrir ses services au premier groupe de plaignants, d'où le courrier du mois de janvier 2016. Je suppose que ces plaignants à l'origine cherchaient à ce que leurs droits soient défendus, ce qui est totalement normal. Mais à la lecture du dossier joint à leur courrier, ne se sont-ils jamais demandé s'ils avaient été manipulés par l'avarice de l'un d'entre eux, ou se sont-ils rendus complices des manœuvres en question ? Quant à Gabriel Bugala, fort du soutien apporté par M. Puchot, il s'était littéralement fait une place au soleil. Effectivement, il était prévu que M. Miller travaille pour lui. Le salaire prévu dans le contrat était même important, mais il était bien inférieur au salaire d'un professeur d'université dans le pays. Et surtout, il n'était pas payé. M. Bugala a littéralement abusé de la situation fragilisée de M. Miller. Sous contrôle judiciaire, il ne pouvait rien faire et de toute façon, M. Bugala s'était approprié l'ensemble de ses contacts durant la période carcérale. Plusieurs mois après que les taux s'étaient resserrés, M. Bugala avait acquis quelques appareils de mesure et voulait tester le fameux P4. Mais M. Miller était mal à l'aise. Donc, au lieu de loger le P4 dans le boîtier destiné à être testé, il y a mis une pile étalon pour le poids et le P3 de plus petite taille. À la fin des mesures, il a juste eu le temps de subtiliser le P3 avant que M. Bugala ne s'empare du boîtier. Vexé de n'être pas parvenu à ses fins, M. Bugala ira jusqu'à adresser un courrier au juge d'instruction à ce propos. Entendu en audition, il ne cachera même pas avoir tenté de voler le prototype pour assurer la pérennité de l'entreprise Ingem. Il ne se cache pas non plus de n'avoir pas payé les salaires de M. Miller et il prétend avoir dépensé plus de 3 millions pour le projet tout en refusant de fournir les documents pouvant étayer ses dires.
Et comme quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, il prétend même avoir porté plainte contre M. Miller pour abus de confiance tout en refusant de transmettre une copie de la dite plainte. Et c'est sur la base de ces dénonciations à lui, précises au point qu'il ne fait aucun doute qu'elles ont été obtenues illégalement, que le magistrat instructeur a immédiatement saisi Interpol Belgique et Interpol Washington pour déterminer où M. Miller avait bien pu passer son week-end. Tout cela est au dossier pénal. De même que les documents établissant que c'est M. Bugala qui est à l'origine de la diffusion d'un faux rapport de certification par le bureau Veritas pendant la période carcérale d'André-Paul Miller. Et c'est là que la magie opère. Tous ces éléments sont mis à charge de M. Miller. À aucun moment au cours de ce reportage, l'objectif n'a été de prétendre que ce qui a été fait l'a été de manière parfaite. Lancer un projet est une aventure. Tous les domaines peuvent ne pas être parfaitement maîtrisés, des contraintes inattendues peuvent apparaître en cours de route, la coordination avec les professionnels savants peut parfois s'avérer délicate et j'en passe. Il faut apprendre, écouter, s'adapter, essayer d'anticiper, minorer les risques, puis les prendre, faire des choix et surtout les assumer, et ensuite vivre avec. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, il faut travailler de longues heures, courir à gauche et à droite, éventuellement reproduire inlassablement les mêmes tâches, patienter et faire face à l'imprévu, évaluer ses choix, les réévaluer et éventuellement changer de direction, rien d'exceptionnel, et pourtant. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour se lancer, et je sais que vous êtes nombreux à avoir franchi le pas dans des domaines variés. Vous avez fait et faites toujours de votre mieux, et tout n'est probablement pas parfait. En l'occurrence, on connaît tous un professeur d'université qui, un jour, a eu une idée innovante en matière de stockage de l'énergie électrique, pensant que celle-ci pourrait bien être une alternative tout à fait envisageable aux énergies fossiles. Mais quelle idée! Ce jeune entrepreneur était conscient de ne pas maîtriser parfaitement le monde des affaires et s'est entouré de professionnels du secteur. Sur base de leurs conseils, il a fait des choix, des bons et des moins bons, mais force est de constater qu'il doit les assumer. Le 1er avril 2015, le chantier de la régularisation administrative était en cours et le projet passait de nouveau à une autre échelle. Il avait fait de son mieux, lui aussi, et tout n'était pas parfait. Mais êtes-vous convaincu que c'est bien ces imperfections qui sont à l'origine de la mise en péril du projet dans lequel vous avez investi? Et surtout, qu'elles sont suffisantes pour établir que M. Miller a agi de manière préméditée dans l'intention de détourner votre argent? Comment certains peuvent-ils estimer et déterminer a posteriori et hors contexte qu'ils auraient fait de meilleurs choix, qu'ils auraient assuré de manière plus efficace qu'André-Paul Miller la défense de vos intérêts, en particulier vos intérêts financiers, et soutenir par opposition l'existence d'une intention délictuelle dans le chef du jeune entrepreneur? Aux parties civiles qui pourraient visionner ce documentaire, l'article 85 du Code de procédure pénale français, même s'il est parfois opportunément débattu, est relativement clair. Toute personne qui se prétend lésée par un délit peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Ce faisant, cette personne entend à ce titre obtenir une indemnisation de son préjudice par celui qui est identifié comme l'auteur de l'infraction. Ainsi, dans la pratique judiciaire en France, une partie civile n'est pas simplement intéressée à l'issue du dossier. En se constituant, la personne prend position. En l'espèce, vous soutenez qu'André-Paul Miller a agi avec l'intention de vous gruger dès le départ, de porter atteinte à vos droits, de voler votre épargne, qu'il n'y avait pas de projet, peut-être même pas de technologie, et vous réclamez une punition, vous réclamez son emprisonnement, et qu'il soit corrélativement porté atteinte à sa vie privée, à son intégrité physique et à sa dignité. Il n'est pas question ici de remettre en cause votre intime conviction. Mais pour ceux parmi vous qui se sont constitués partie civile et auxquels ce documentaire aurait fourni les réponses à leurs questions, prenez conscience de la portée en droit français de se constituer partie civile. Je comprends votre amertume, peut-être même votre colère d'avoir perdu l'investissement que vous avez certainement mis du temps à épargner. Mais la responsabilité de tout ceci est peut-être à chercher ailleurs. Le projet auquel vous avez participé a brutalement été interrompu avec la mise en détention d'André-Paul Miller. Ensuite, sous contrôle judiciaire, il a été contraint de se tenir à l'écart du projet pendant 5 ans et n'a pu qu'assister passif à la mise en liquidation de ces sociétés dans les conditions qui ont été exposées plus tôt. C'est le système qui s'emballe. 5 ans sans aucun moyen financier, à la merci des opportunistes en tout genre, les comptes bloqués, les tiers détenteurs, les saisies, l'alerte intrusion, incroyable. Les enchérisseurs de sa maison, qui pour rappel loge le laboratoire sécurisé, ont pénétré chez lui en son absence. Le prix n'est même pas payé. Mais ils changent les serrures,
vide la maison et s'installe en toute impunité. 21 mois plus tard, toujours pas de paiement, et aucun effort pour ne fût-ce que lui remettre ses effets personnels, ses souvenirs et ceux de ses enfants. Pendant ce temps, il doit faire face au jugement, supporter le discrédit et la médisance, et patienter. Et aussi tenter de rattraper en 1h30 ces 5 dernières années où il a été contraint au silence face à la calomnie et à la diffamation. L'absolue paralysie imposée à M. Miller durant la phase d'instruction lui a causé un dommage considérable. Mais avec sa fragilisation à l'extrême, c'est surtout le projet qui a été mis en péril et donc votre investissement. Ce dommage doit être réparé. Aussi, nous envisageons d'introduire une action devant le TGI de Paris à cet effet. Cette action requiert l'intervention d'un avocat, mais une action conjointe est possible pour ceux qui souhaiteraient se joindre à cette procédure. Vous pouvez me contacter à l'adresse email figurant en copie de l'email d'invitation si tel est votre souhait. Vous pouvez aussi agir autrement. Vous l'avez vu au cours de ce reportage, la question de la confidentialité était et est toujours primordiale. Et il est fort probable qu'à l'instar de ce qui s'est passé en phase d'instruction, M. Miller ait à faire face à des pressions redoublées dans le cadre de la procédure qui se déroulera devant le tribunal correctionnel dans les prochaines semaines. Sachez qu'il vous est possible d'agir dans le cadre de cette procédure afin vous aussi de protéger le projet à ses côtés. N'hésitez pas à me contacter par email. Pour conclure sur ce deuxième acte consacré aux aspects judiciaires, c'est avec plaisir que je cède la parole à M. Frédéric Fabre, docteur en droit. Sa maîtrise du droit pénal et du droit de la procédure pénale, son expérience des cours et tribunaux français et son expertise en matière de recours internationaux sont extrêmement précieuses et je le remercie vivement pour son engagement dans ce dossier. Bonjour, je suis Frédéric Fabre, le créateur du site internet fbls.net. J'ai été tout de suite intéressé par le dossier de M. Miller, simplement parce que j'ai tout de suite détecté que sa détention était arbitraire. Or, quand une détention est arbitraire, vous pouvez vous dire que la procédure n'est pas légale. Pourquoi cette détention est arbitraire? Je l'ai expliqué sur le site fbls.net à magistrat arbitraire. Depuis que cet article est mis sur le site il y a maintenant près de 2 ans, je n'ai jamais été poursuivi pour diffamation. Par conséquent, les choses qui sont indiquées sont vraies. D'ailleurs, en ce sens, les magistrats, quand ils parlent entre eux sur l'affaire Miller, ils disent bien la détention arbitraire de M. Miller et rien d'autre. Est-ce que le cas de M. Miller est un cas exceptionnel? Non, malheureusement, ça arrive tous les jours. Je vais vous donner quelques chiffres sur la justice, très rapidement. Il faut savoir que sur les 47 États du Conseil de l'Europe, la justice est classée 43e. Il faut savoir que quand les avocats plaident devant les juridictions des tribunaux africains, pour dire que le juge va commettre une injustice et il condamne leur client, ils visent 3 cas. Le cas du Christ, qui ne concerne pas la justice française, l'affaire Dreyfus et l'affaire Outreau. Ces 2 cas concernent bien la justice française. Le taux d'occupation des prisons actuel est de 116%. Mais il faut savoir que comme le cas de M. Miller est malheureusement assez courant, 20% des détenus n'ont rien à faire en prison. Vous avez compris, nous avons une surpopulation carcérale à 116%. Si nous retirons les 20%, nous aurions une occupation carcérale de 96%. Par conséquent, on demande aux contribuables de payer des prisons pour mettre des gens comme M. Miller dedans pour rien. Dans le premier semestre 2020, 1250 dossiers vont être déposés à l'ONU, 650 sont déjà reçus, pour se plaindre de la justice française. Il s'agit en fait de justiciables français qui reprochent des atteintes à leurs droits fondamentaux. Ces dossiers seront étudiés à titre d'information
car malheureusement, ces personnes n'ont pas eu les moyens financiers d'aller jusqu'à la Cour de cassation et le Conseil d'État. Or, pour saisir la CEDH ou l'ONU, vous êtes contraint d'épuiser les voies de recours internes pour laisser les moyens aux États de réparer les atteintes aux droits fondamentaux des justiciables. 3 causes à ces violations. La première, c'est le manque de moyens. J'ai vu une magistrate chargée à elle toute seule de rendre des décisions dans 6000 dossiers. Comment voulez-vous qu'elle puisse faire? Je vois des greffiers apporter des feuilles de papier et de l'encre pour continuer à faire tourner le service public de la justice. Est-ce normal? Le deuxième point est un problème structurel. La trop grande influence des parquets sur les juges du siège. Or, les procureurs ne sont pas des magistrats comme les autres. Ce sont des magistrats qui dépendent directement du ministère de la Justice et ne sont donc pas indépendants. Ils sont aux ordres et ils subissent un pouvoir hiérarchique très structuré. Ça, il faut absolument, non pas forcément leur donner une liberté, il faut quand même qu'un procureur puisse avoir une assise démocratique. Il ne l'a aujourd'hui que par l'élection au suffrage universel direct de Monsieur le Président de la République. Mais il faut absolument qu'ils reprennent leur place dans le système judiciaire. Or, le débordement auprès des juges du siège fait que nous obtenons des décisions en faveur de l'accusation et sur ordre, de façon à ce que la justice ne soit pas rendue de manière équitable. Le dernier exemple en ce sens, que vous avez vu dans la presse, est l'affaire du procureur de Nice, qui indique qu'il a menti aux journalistes pour protéger le président de la République, qui avait fait simplement des observations un peu rapides sur une situation de gilet jaune. Le troisième point, eh bien, c'est simplement l'arbitraire. J'en donne plusieurs causes sur le site fbls.net des magistrats. Cet arbitraire n'est pas courant chez tous les magistrats, bien au contraire. Ça ne concerne que quelques magistrats. Seulement, comme il faut une carrière à vie, ça concerne beaucoup d'affaires. Dans le cas de M. Miller, c'est cette instruction qui n'a été faite qu'à charge occasionne un préjudice financier énorme. Il va vous expliquer comment pouvoir limiter ce préjudice et comment sauver l'affaire. Un préjudice écologique très important au moment où l'Europe lance le Green Deal. Je dirais enfin l'Europe avance en matière écologique. Et un préjudice sur le chômage de masse, puisque une entreprise pourrait être créée pour créer ces batteries et la technologie de M. Miller, effectivement, des personnes seraient employées pour fabriquer ce matériel sur le territoire français. Ce dossier, comme d'autres, démontre d'ailleurs que le dysfonctionnement du service public de la justice en France est l'une des causes du chômage de masse en France. Vous pouvez voir le caractère de l'instruction en charge par les avis à victime que vous avez tous reçus. L'avis à victime indique « Vous êtes victime de M. Miller ». Il n'y a aucune nuance, aucun doute. Or, on ne peut accuser une personne d'un acte pénal que s'il a été jugé par un tribunal. S'il n'est pas jugé par un tribunal, il est présumé innocent. C'est le fameux principe de la présomption d'innocence. C'est une violation d'un droit fondamental qui est protégé par toutes les juridictions internationales. Durant l'instruction, M. Muller, à aucun moment, n'a pu faire examiner ses moyens en défense.
Ça, c'est d'une manière assez incroyable. Il n'y a eu aucune volonté de le faire. Je lui avais demandé de faire une expertise judiciaire. On ne l'a pas obtenue. Je lui ai alors demandé de faire une expertise par un expert judiciaire. Il l'a fait faire. Au moment de la déposer devant le juge d'instruction, il y a une faute du greffe, j'insiste bien, une faute du greffe, qui fait que le juge d'instruction a pu se dispenser d'y répondre. Nous avons aussi une suspicion légitime que le procureur général, pendant le délibéré de l'arrêt de la chambre d'instruction, a pu tranquillement présenter des moyens, des observations, des arguments, sans que M. Miller ne le sache et sans que M. Miller, surtout, ne puisse y répondre. C'est la trop grande connivence entre le parquet et le juge du siège. Alors que faire? Bon, il y a des fautes de l'instruction qui sont définitives. Et là, il faut aller devant les juridictions internationales. Bon, j'ai très peu confiance en la CEDH à l'heure actuelle, ça changera peut-être à l'avenir, ça n'a pas été dans le cas dans le passé, parce que la CEDH aujourd'hui protège les magistrats français contre leurs fautes et couvre les violations des droits de l'homme de la France. La France est actuellement le deuxième contributeur de la Cour européenne des droits de l'homme par le biais du Conseil de l'Europe, et la CEDH, comme vous le savez, est à Strasbourg sur le territoire français. Il faut donc saisir une commission de l'ONU. C'est ce que nous avons d'ores et déjà fait. Ensuite, il faut absolument sauver cette technologie et la commercialiser de façon à ce que tout le monde ait un préjudice limité. Troisième chose qu'il faut faire, c'est saisir le TJ de Paris qui peut statuer sur le caractère arbitraire de la détention de M. Miller et sur son contrôle judiciaire inutile et draconien, complètement inutile puisque pendant près d'un an, il n'y a même pas eu de juge d'instruction. Pendant ce temps-là, il subissait le contrôle judiciaire. Et draconien parce que M. Miller s'est retrouvé en situation où il ne pouvait strictement plus rien faire. Cette possibilité est ouverte depuis la loi présomption d'innocence, mais elle n'a jamais été appliquée à ce jour. La Cour de cassation nous permet de l'appliquer depuis une décision du Conseil des droits de l'homme suite à un dossier que j'avais déposé en 2018. La difficulté pour saisir le TJ de Paris, c'est que nous sommes dans des délais très restreints jusqu'au 31 décembre 2019, parce que l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 68 prévoit qu'on peut demander des sommes à l'État français que dans un délai de 4 ans, fin d'année. Si nous prenons le cas de M. Miller libéré en juin 2015, ça nous met 4 ans, juin 2019, fin d'année, 31 décembre 2019. Enfin, la troisième chose sera pour M. Miller de bien préparer son audience de tribunal correctionnel. Les fautes du service public de la justice a mis la justice dans le ridicule dans cette affaire. M. Miller a tout fait pour sauver la justice du ridicule. Par conséquent, il faut bien comprendre que devant le tribunal correctionnel, tout le monde aura le droit de rire. Je regrette vraiment qu'un inventeur aussi génial de cette technologie n'ait pas été aidé par les autorités françaises, bien au contraire, a été jeté au pilori. Pour l'heure, il va tenter de reconstituer ses équipes,
de réinitier de nouvelles discussions avec des partenaires financiers et industriels, de reconstruire son image et sa dignité avec des bouts de chandelle. Comment s'excuser auprès de hauts fonctionnaires de n'avoir pas pu assister à ces rendez-vous importants à l'Élysée? Et comment expliquer aux partenaires qui avaient été pressentis le silence absolu qu'il a dû respecter pendant 5 ans, la suspension de toutes les négociations en cours, l'interdiction d'agir de quelque manière pour promouvoir l'invention? Et aussi, comment expliquer le rendez-vous raté de la COP21 et tout ce temps perdu? Établissons déjà un bilan de ce qui reste, de là où nous en sommes, pour voir ce que l'on peut entreprendre à partir de ce nouveau point de départ. Quelles options s'offrent à nous et quels choix nous devrons faire. La bonne nouvelle est que la technologie, les prototypes et les documents importants n'ont pas été subtilisés par quelque moyen que ce soit. Et ce n'était pas gagné, malgré toutes les précautions prises du fait des pressions subies aussi. Ne nous le cachons pas, nos pertes sont importantes. Malheureusement, comme vous le savez, les sociétés françaises ont toutes été liquidées, ou sans dette qui ne soit remboursable immédiatement, voire même avec de l'argent sur le compte. Le laboratoire, la salle de réunion, le showroom de Nancy sont partis dans la perte de mon domicile, avec tout ce qui s'y trouvait, donc avec une bonne partie du matériel, excepté le plus important, la technologie, et tout ce qui s'y rapporte. Et surtout, la perte de cette maison nous fait perdre une zone bien sécurisée, dont il est difficile de retrouver l'équivalent en prestations et à moindre coût. D'autre part, une grande partie de ma crédibilité et de celle du projet est à regagner, et la rumeur est tenace. Pensez à mes nombreux voyages à l'île Maurice, aux Seychelles et à Courchevel. Toutes les équipes qui ont participé de près de loin à la réalisation des prototypes, entreprises, ingénieurs, techniciens, bureaux d'études, et j'en passe. C'est à la fin, et vous ne le savez peut-être pas, plus de 200 personnes réparties dans différents pays. La plupart de ces équipes avec lesquelles je travaillais n'existent plus. Elles n'attendent pas après moi. Et lorsque l'on est absent de la scène pendant des années, les gens prennent leur retraite, sont mutés, leurs entreprises et bureaux d'études changent de main, ou n'existent plus. On ne se souvient plus de vous, ou au mieux on se rappelle d'un travail certes curieux mais intéressant, en tout cas chronophage et peu payé. Bref, pas simple, aujourd'hui, de remettre sur pied un ensemble cohérent qui ne pourra de toute évidence plus s'apparenter au système D de l'époque, qui a eu néanmoins le mérite de montrer et prouver, en aboutissant à plusieurs prototypes fonctionnels, la pertinence de cette technologie. Les PwC et autres cabinets finissent eux aussi par vous oublier. Ainsi, une bonne partie du savoir-faire doit être réétudiée voire redécouvert. Les business models sont à reprendre et à adapter avec de nouvelles équipes. Évidemment, dans un tel contexte, la recherche n'a pu avancer pendant des années. Le principal est très puissant ordinateur servant à faire les calculs, certes sur un disque dur externe, lui toujours en sécurité, mais les programmes, comme vous le savez, sont associés à une machine. Ils sont en l'occurrence très coûteux. Cet ordinateur n'est toujours pas disponible, car toujours entre les mains de la justice qui refuse de le rendre. Les tests presque quotidiens à l'époque sont devenus très exceptionnels. Les projets d'implémentation comme celui emblématique de la voiture sont morts dans l'œuf et pendant ce temps, les autres avancent, comme on dit. Avec des investissements gigantesques en recherche et développement, en industrialisation, en commercialisation, ils s'implantent et prennent des parts de marché. Enfin, sur le plan économique et financier, le fameux changement d'échelle, alors que nous avions des contrats et protocoles signés assortis d'évidence de fonds, il nous faut repartir là aussi de zéro avec d'autres. Nous avons également perdu la discrétion. Beaucoup savent désormais que la technologie fonctionne de façon certaine et cela nous expose, sans même les effets d'annonce que je n'aimais pas. D'où la nécessité de remettre en place des mesures de sécurité importantes. L'action pénale me force à dévoiler la technologie et à la rendre publique sans qu'on soit prêt. C'est au final presque 5 ans déjà d'action judiciaire et de destruction, soit un retour en arrière de près de 10 ans, sauf qu'on sait que cela fonctionne. Continuons maintenant sur ce qu'il nous reste, outre la technologie et toute la documentation sensible qui sont en sécurité. Mais d'abord, vous savez quoi? Les progrès faits par ailleurs sur les batteries, par exemple, à coût de milliards d'euros, laissent toujours apparaître la technologie comme très prometteuse de par ses performances et caractéristiques uniques. Positivons encore, le discours sur la planète est désormais accepté de la majorité, même si rares sont ceux qui sont prêts à sacrifier un peu de leur confort et de leur budget pour faire un petit geste citoyen. Notre discours était souvent un peu en avance. Il y va par exemple du stockage domestique avec les Powerwall et de celui nécessaire au réseau, en limite de ce qu'il peut véhiculer
pour le soulager en certains points et éviter ainsi les coupures ou les surcharges. Ce sont désormais des discours connus et compris, merci à des Elon Musk. Les voitures électriques actuelles n'apparaissent plus comme aussi vertes que cela et resteront coûteuses. Tout cela du fait de l'usage du lithium et du cobalt, de leur extraction polluante et de leur cours qui flambent déjà. Autrement dit, cette concurrence désormais bien installée ne rivalise toujours pas avec la technologie qui nous intéresse. Sans optimisation, sans amélioration depuis des années, avec ce coup d'arrêt, le seul dernier test objet de la certification de fin 2017 fait apparaître des performances 3 fois supérieures aux meilleures batteries, ce qui peut se traduire en pratique par des voitures électriques à l'autonomie triplée à minima, ce qui est largement suffisant. Et cette solution ne peut que progresser. La suppression du CJ, ou contrôle judiciaire, m'autorise à reprendre une position active et globalement libre dans le projet, mais avec une contrainte de taille dans les discussions avec les investisseurs potentiels qui doivent être informés du risque judiciaire. Sachez, messieurs, que je suis poursuivi pour escroquerie. Désirez-vous toujours investir? Pas simple. Pour conclure, je dirais qu'il n'existe aujourd'hui sur le marché que l'oxydoréduction à la base des batteries et piles à combustible, les premières utilisant le lithium et le cobalt, dont l'extraction restera coûteuse et peu écologique, les autres utilisant l'hydrogène dont on connaît les dangers et dont la production la plus économique fait appel, devinez à quoi, aux hydrocarbures. Aucune solution performante globale. C'est en cela que notre technologie reste très prometteuse. Et je suis heureux d'avoir autour de moi une super équipe. Nous sommes tous conscients que l'intérêt économique est le meilleur facteur de développement ainsi que le meilleur vecteur pour diffuser la technologie qui nous importe. À ce sujet, ma déception est grande de voir que mon pays, qui peine tant à endiguer son chômage de masse, a rejeté mon projet. Nous verrons finalement où il sera accueilli. En tout cas, la nouvelle équipe est en train de regarder comment le relancer et je vous livre ici le début de la réflexion. Le cœur de la technologie existe déjà et il nous faut évidemment le faire progresser en relançant de nouvelles recherches théoriques et pratiques pour son amélioration et son optimisation. Mais comme cette technologie est par nature très différente de celle des batteries, il nous faut voir comment l'implémenter dans les principales applications que nous trouvons autour de nous en tenant compte de ses caractéristiques propres. Mais d'abord, qu'est-ce que l'implémentation? Partons d'un exemple. Imaginons que j'ai inventé le premier moteur à explosion et qu'il me vienne l'idée de faire la première voiture à une époque où on se promène en calèche et en diligence. Il me faut inventer beaucoup d'éléments partant de là pour installer mon moteur sur un engin roulant et en tirer profit. Si je suis le seul à connaître ce moteur, je suis le plus à même de le mettre en œuvre dans ce qui va devenir la première voiture automobile. Pour résoudre les problèmes rencontrés, je m'associe à des équipes ayant les compétences qui me manquent et nous aurons à inventer ensemble la boîte à vitesse et l'embrayage, le pot d'échappement et les résonateurs, le volant et la direction, le filtre à air, le réservoir à essence et sa pompe, le démarreur, la génératrice et un système d'allumage simpliste à minima et j'en passe. Les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre sont autant de chances et d'opportunités de brevets sur les solutions techniques trouvées. S'occuper de l'implémentation, c'est se confronter à la réalité avec des partenaires qui nous apporteront leurs compétences, leur image et leurs forces. Ce sont autant de marchés aussi mis en évidence dans lesquels nous aurons des démonstrateurs et un pied avant la concurrence qui viendra ensuite écrire l'émulation. Les batteries aussi ont leur implémentation propre. Dimensionnement, batterie de cellules, électronique de gestion, support, amortisseur, voire blindage, système de sécurité, différentes câbleries, pack management system, différents chargeurs internes et externes, système de ventilation ou de refroidissement, logiciel et interface utilisateur, etc. Et le tout suivant les applications. L'implémentation est donc cruciale. C'est ainsi qu'il est envisagé de diviser le projet en 4 programmes principaux qui devraient couvrir les principales applications où la technologie pourrait trouver sa place. Le drone, la voiture, la bande domestique et le stockage de masse. Le programme que j'appellerai drone couvrirait de petites unités avec des énergies stockées ne dépassant pas le kilowattheure, soit 20 fois en gros la batterie d'un ordinateur portable. Le marché du drone est en pleine expansion et autour de lui on trouve ceux de l'outillage sans fil, des appareils électroménagers, de la petite robotique, de toutes les applications liées à la mobilité. Il permet de se donner des étapes techniques à atteindre, des challenges avec des objectifs faciles à appréhender, comme des durées de vol 2 fois, 3 fois,
10 fois supérieure à celle des mêmes drones dans lesquels on trouverait les traditionnelles batteries au lithium. Ce serait, je pense, un excellent démonstrateur avec de fortes contraintes liées à la mobilité, au poids et au manque de place. Le nouveau véhicule électrique est le programme emblématique par lequel je voulais prouver en 2014-2015 la pertinence absolue de la technologie. Les brevets et la présentation du véhicule devaient être coordonnés à ce coming out sur la technologie. La démonstration devait se faire avec un véhicule électrique familial de 1,4 tonnes parcourant 1000 miles et recommençant l'exploit après une charge d'environ 10 minutes sur une borne elle-même chargée pendant les premiers 1000 miles sur le réseau et ce, sans le déstabiliser. À supposer que tes partenaires soient trouvés. Les 4 à 6 ans annoncés à l'époque pour réaliser une telle implémentation sont à mon sens toujours nécessaires pour repenser le véhicule électrique complètement. Il nécessiterait un stockage de 80 à 200 kWh suivant le type de véhicule et son poids pour concurrencer réellement les véhicules thermiques d'aujourd'hui. Un troisième programme envisagé, qui va de pair avec la voiture, est celui des bornes domestiques. Lesquelles bornes devraient pouvoir trouver leur place dans tout type de bâtiment et parking. Cette borne gérerait les besoins domestiques de la maison, inévitablement fluctuants, depuis l'alimentation, qui peut être régulière ou non, produite sur place par des panneaux photovoltaïques ou non. Elle autoriserait aussi l'utilisation des basses tensions plus sécuritaires que le 220 volts. Les besoins de l'habitation en question devraient tenir compte du nombre de véhicules et de la consommation moyenne du foyer. Elle apporterait un élément de sécurité en cas de panne de courant en se comportant comme un groupe électrogène de secours. Un quatrième programme, enfin, auquel nous pensons, est celui du stockage de masse qui trouverait sa place proche des sites de production, si possible verts, comme les éoliennes ou photovoltaïques, au point stratégique du réseau, et enfin dans les sites de forte consommation comme les gros buildings et les industries. Ces grosses unités ont l'avantage de ne pas présenter la contrainte de la mobilité. Nous nous sommes engagés ensemble dans ce projet, chacun selon ses possibilités. Votre engagement était pour moi une marque de confiance qui me touche encore aujourd'hui, et j'ai tenté de m'en montrer digne à chaque instant depuis 2009, que ce soit dans le cadre de la mise en place de la structure, de son développement ou des négociations avec des partenaires ou acheteurs potentiels. Et dans le même ordre d'idées, c'est aussi nos intérêts communs que j'ai défendus dans le cadre de la procédure pénale et au cours de l'instruction dont j'ai fait l'objet, au prix de ma liberté par moment. Je repense au 1er avril et en tout état de cause au prix de ma sérénité. C'est un courrier du mois de novembre de cette année qui m'a libéré de ma contrainte au silence. Et naturellement, mes premiers propos libres sont pour vous, mes amis. Et nous voilà ensemble. Vous l'avez constaté, la situation a changé. Des décombres, il ne reste que la technologie. Tout est à refaire, mais avec des conditions de marché et de concurrence beaucoup plus difficiles encore qu'à l'époque. Un changement de stratégie s'impose, et nous y travaillons. Je dirais presque, puisque nous y sommes désormais autorisés à la suite de la levée du contrôle judiciaire. Ils ont tout fait pour me bloquer et m'ont bien fait comprendre que tant que j'étais sous contrôle judiciaire, la case prison était au coin de la rue, si je parlais ou si je tentais de relancer le projet. Par son action dévastatrice, la justice, non contente de m'avoir jeté en prison de manière arbitraire, m'a contraint à une paralysie totale pendant toute la durée du contrôle judiciaire, et ce, au préjudice du projet dans lequel nous avons tous investi. Outre la souffrance personnelle importante, et un discrédit réputationnel encore difficilement estimable, l'action déraisonnable de la justice m'a causé un dommage financier significatif dont j'entends réclamer réparation auprès de celui que je tiens pour responsable de cette situation, à savoir l'État français. C'est bien l'État français qui a mis en place et toléré ce système destructeur et incontrôlé qui a causé la ruine de notre projet à tous et la perte de notre investissement. Il a fermé les yeux et nous avons perdu notre argent. C'est en tant qu'actionnaire, en tant qu'investisseur dans ce projet, que j'intente cette action en réparation qui est en fait ouverte à chacun d'entre nous, en notre qualité d'investisseur dans les fonds PCI, Favor Invest, Advent 66 et APMM. Tout un chacun qui a investi des sommes, sous quelque forme que ce soit d'ailleurs. Il s'agit d'une procédure personnelle que chaque investisseur doit décider ou non d'engager,
selon qu'il s'estime ou pas lésé et selon la personne qu'il identifie comme étant responsable évidemment de son dommage. Je ne peux pas mener cette action à votre place ou pour vous. Je ne peux évidemment pas vous en garantir l'issue ni les délais ni les coûts finaux d'ailleurs. Mais dans la mesure où nous sommes tous dans le même bateau, il m'a semblé naturel, après avoir reçu l'accord de principe de mon avocat parisien, de vous permettre de vous joindre à cette action et, éventuellement, mutualiser les coûts de celle-ci. C'est votre choix. Je peux juste vous dire que j'ai confiance dans les personnes qui sont en charge de cette procédure et en particulier, j'ai confiance en leur intégrité et dans le fait que tout sera fait au mieux de nos intérêts. Je vous engage à vous rapprocher rapidement de FA si vous souhaitez avancer dans cette direction. C'est elle qui est en charge de coordonner, de préparer les dossiers en amont dans un souci d'efficacité, vu les délais très brefs, et afin de réduire vos coûts. Nous parlions du 31 décembre 2019, c'était une date théorique. En fait, le ministère est en congé à partir du 20 décembre prochain, de sorte que la signification devra intervenir avant. Il vous faut donc prendre position rapidement pour lundi soir au plus tard. Mon souhait personnel est de trouver un moyen de nous rassembler à nouveau et de poursuivre ce que nous avions commencé. Et si l'avenir est incertain, je vous propose de commencer par maintenir le contact à travers une espèce de plateforme qui nous permettrait à tous de communiquer librement et efficacement sur l'évolution des prochaines semaines et prochains mois, sur le volet juridique et peut-être même sur le projet. J'ai été réduit au silence, certes, atteint sûrement, mais j'ai continué à réfléchir et à me battre pour ce projet et je réitère mon engagement à poursuivre ainsi. Un enjeu majeur est aujourd'hui la survie de la planète. Or, les dernières publications de l'ONU sont alarmantes du point de vue du gaz à effet de serre, principal responsable du réchauffement climatique, qui, s'il n'est pas endigué rapidement, mènera à la disparition totale de la vie sur Terre. Et ce, de façon certaine. Cela va s'emballer inexorablement et sournoisement, l'homme en étant pourtant conscient et la population alertée. La COP25, déjà, s'achève sur de nouveaux cris d'alarme. L'écocide, aujourd'hui à l'étude, est vu comme le crime premier contre l'humanité, car visant les atteintes à la planète. Gageons que s'ils voient le jour, ils viennent aussi protéger ceux qui, par leurs idées ou actes, contribuent à la sauvegarde de notre terre, de la faune et de la flore. Aujourd'hui, des célébrités n'hésitent plus à donner de leur temps et à mettre leur image au service de cette cause. Ainsi, Jane Fonda, qui bloque son agenda les vendredis soirs et la nuit qui suit, qu'elle passera au poste pour avoir manifesté pour la sauvegarde de la planète à plus de 80 ans. Et nous avons les mêmes dans PCI, peut-être moins célèbres, mais avec le même héroïsme. Harrison Ford aussi, qui pleure devant l'inconséquence de nos actes, devant le péril imminent. Il me touche. Nous agissons aussi pour nos enfants, et notre but ultime est de contribuer à sauver notre maison commune, la Terre, en assurant aux futures générations un confort plus grand que celui que nous avons trouvé en arrivant, en leur insufflant aussi ce respect de la nature et de la vie. Et j'ai toujours la conviction que cette technologie a toutes les qualités pour être une pierre de l'édifice. Je vous laisserai pour terminer sur les paroles prononcées par l'astrophysicien américain Carl Sagan lorsque la sonde Voyager, arrivée aux confins du système solaire, s'est retournée pour lui faire face et nous livrer une image exceptionnelle avec un tout petit point bleu pâle, notre maison, la Terre. Merci à tous pour votre attention. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur ce petit point se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars,
Tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ses généraux et ses empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue.